Plaidez-vous coupable car vous l'êtes? Oui, Vous avez vu Brian Koberger au tribunal et vous avez vu sa collection de selfies, mais maintenant, nous allons le découvrir derrière les barreaux comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Je vais vous expliquer. Et mieux encore, je vais vous montrer. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Brian Koberger est en prison dans l'établissement de sécurité maximale de l'Idaho. Il est le détenu numéro 163 214. Il passe la plupart de ses journées dans sa cellule, même s'il a droit à 1 heure de promenade par jour, mais on nous dit qu'il ne le fait pas vraiment. Koberger a maintenant 31 ans et purge 4 peines de prison à vie consécutive pour les meurtres horribles de Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Zana Cornodle et Ethan Chapin. Nous avons parlé de leurs meurtres insensés tellement de fois ici sur Law and Crime, et nous vous avons montré ce que j'appelais cette fameuse photo du perron tellement de fois que je ne peux même plus les compter. Elle a été prise quelques heures avant que les 4 ne soient poignardés à mort dans la maison de King Road. Ils s'amusaient avant le grand match de football. Ils sont figés dans le temps, et puis le mal est entré dans leur maison hors du campus et leur a volé la vie. Leur meurtre. Qui l'a fait? L'enquête a duré des semaines, vous vous souvenez, sans aucune piste. Mais il restait un indice qui mènerait à un suspect. Un étui de couteau Ka-Bar avec l'emblème du corps des Marines des États-Unis dessus. Les analyses effectuées sur cet étui allaient plus tard révéler un profil ADN masculin provenant d'un seul individu sur la lanière en cuir. Nous savons maintenant que cet ADN correspondait à Brian Koberger, l'étudiant en doctorat de l'Université d'État de Washington qui étudiait la criminologie. Une équipe du SWAT en Pennsylvanie a arrêté Koberger au domicile de ses parents en Pennsylvanie quelques jours après Noël en 2022. Un avocat le représentant a publié une déclaration disant qu'il espérait être innocenté. On voit comment cela s'est terminé. Koberger a été transféré par avion à Moscow, Idaho, pour répondre aux accusations et incarcéré à la prison du comté de Layton. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal du comté de Layton le 5 janvier 2023. Je m'en souviens très bien. J'y étais. Et vous voyez, Anne Taylor était là avec Brian Koberger. Elle l'a représenté tout au long de l'affaire jusqu'à la fin. Remarquez le blazer qu'elle porte. Il est noir et blanc. Vous le reverrez dans un instant. Ce même jour, en janvier 2023, des enquêteurs de la police d'État de l'Idaho ont rendu visite à Koberger à la prison du comté de Layton. Ils voulaient le prendre en photo de la tête aux pieds pour l'enquête. Nous avons maintenant ces photos. Il n'est pas rare de prendre ce genre de photos. Celle-ci montre Brian Koberger dans sa combinaison orange de prisonnier fournie par la prison du comté de Layton. Et puis une autre montre principalement le bas du corps de Koberger dans cette même combinaison orange. Nous allons expliquer dans un instant pourquoi une photo comme celle-ci aurait été prise. D'autres photos montrent les mains de Koberger, très rouges. On sait qu'il se lavait les mains de façon obsessionnelle. Les raisons de ce comportement restent discutables. Ses avocats ont déclaré qu'il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs. Et la suivante vous surprend un peu quand vous la voyez pour la première fois. Ce sont les jambes de Brian Koberger vues de dos, sans le pantalon orange. Il a aussi enlevé ses chaussons de prison pour cette photo. Très bien. Pour parler de ces photographies de janvier 2023, je voudrais inviter Chris McDonough, détective à la retraite spécialisé en homicide. Il anime l'excellente émission The Interview Room sur YouTube et est membre de la Cold Case Foundation. Donc, ils enquêtent sur de nombreux crimes. Chris, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons enquêté. Merci de m'avoir invité. J'apprécie vraiment. Merci. Ça va être amusant. Ça va être amusant. Amusant, mais d'une manière horrible. Mais ce dont j'aimerais particulièrement parler avec vous, tout d'abord, c'est que nous avons beaucoup de choses à aborder, y compris de nouveaux dossiers que nous venons de recevoir de l'Université de l'État de Washington. Mais d'abord, parlons de ces photos qui ont été prises par la police de l'État de l'Idaho le 5 janvier 2023. Ce que je trouve intéressant à propos de ces photos, c'est le fait qu'elles ont été prises si longtemps après que le crime a été commis. Et pourtant, à mon avis, ils font cela pour chercher d'éventuelles blessures sur le corps de Brian Koberger. Seriez-vous d'accord avec cela?
Oui, absolument. Et en fait, si vous regardez ces photos, c'est ce qu'ils appelleraient, vous savez, une documentation complète, n'est-ce pas? Et ce que vous voulez faire, c'est, eh bien, 2 choses. Vous savez, vous voulez d'abord prendre toutes les photos possibles dès que vous le pouvez. Et dans ce cas, c'était juste après l'arrestation. Ça aurait dû être fait, franchement, en Pennsylvanie, au moment où il a été arrêté pour la première fois. Ça aurait dû être fait ce jour-là. Et ensuite, ouais, le protocole habituel aurait été de lui mettre une combinaison en papier ou quelque chose de similaire, de prendre ses vêtements, de faire les photos, de tout mettre dans des sacs, etc. Parce qu'il y a des blessures importantes que l'on peut voir clairement sur cette série de photos que vous avez. Allons-y et affichons certaines de ces photos à l'écran. Je vais commencer par la première photo de la série. Et en fait, la première photo, vous savez, montre les jambes de Brian Koberger. Nous savons qu'ils l'ont déshabillé, mais ils ne nous ont pas transmis ces photos, car cela aurait violé sa vie privée. Mais nous voyons bien Brian Koberger, l'arrière de ses jambes. Ils nous ont transmis cela. Je ne vois aucune blessure à cet endroit, mais ils doivent documenter l'ensemble de son corps. Je veux dire, ils ont probablement même pris des photos de la plante de ses pieds, pour être honnête. C'est exact. Oui, ils doivent tout documenter. Et pour appuyer ce que tu dis, exactement. Je veux dire, on est potentiellement 30 jours après l'homicide, ou du moins presque. Donc tu sais, il faut en tenir compte s'il y avait des ecchymoses ou quoi que ce soit comme ça. Donc, en fait, l'importance de ce genre de photographie générale du corps, c'est que tu cherches des blessures en train de guérir, potentiellement parce qu'un couteau a été utilisé. Et ce que tu vas voir, c'est que tu vas voir cette blessure en train de cicatriser. Et ensuite, tu peux faire appel à un médecin qui pourra donner son avis médical sur la chronologie probable de cette blessure. Tu sais, nous pensons que ces photos ont été prises le 5 janvier 2023, le même jour que sa première comparution devant le tribunal. Et nous le pensons à cause du blazer que porte Ann Taylor. Je vois son bras ici. Tu sais, je vois ce qui pourrait être un petit bleu. Je ne suis pas vraiment sûre. Mais je veux dire, on est presque, ces photos ont été prises presque 2 mois après le crime. Y a-t-il quelque chose sur cette photo qui t'interpelle? Non, je veux dire, on peut voir ce qui semble, tu sais, ici près de la clavicule, juste là où le bras rejoint l'omoplate. Tu sais, ouais, il semble y avoir une décoloration et ça pourrait être, tu sais, un bleu ou un saignement sous-cutané. Potentiellement. Mais pour revenir à ton point, ça fait 2 mois. Donc il aurait pu avoir ça. Ça aurait pu arriver à n'importe quel moment et ce n'est pas forcément lié à l'homicide. C'est pour ça qu'il est important de ne pas forcément se concentrer sur les extrémités à cause du temps, mais plutôt sur les mains et ce genre de choses. Il y a un autre bleu juste là. C'est un bon exemple. Oui, c'est la photo numéro 3, la première. Il y avait la numéro 2 avant celle-là. Je veux parler des mains. Les mains sont intéressantes pour moi pour plusieurs raisons. Les mains sont très très rouges. Nous Mhm. savons qu'il portait ses gants de façon constante après la commission du crime parce que nous l'avons vu dans les rapports. Nous le voyons quand il est au bureau des véhicules motorisés. Nous allons aussi regarder cela dans un instant. Mais les mains, voici la photo numéro 5. Voici ses bras. Les ongles sont incroyablement blancs. Nous allons en parler dans un instant. Et celui d'Ann Taylor, ce blazer noir à décoration blanche, identique à celui qu'elle portait à cette audience en arrière-plan. Revenez à cette autre photo d'il y a juste un instant. D'accord? Alors regardez en bas à droite, vers le bas, près de sa tête. Oui, ça vous voyez, on dirait une entaille dans la peau, ou quelque chose comme ça. D'accord. Je n'arrive pas à dire si c'est un bleu ou si c'est une entaille. Cela pourrait correspondre à des marques d'ongles. Tu sais, quelqu'un, tu sais, qui te griffe ou qui te tire. Et tu sais, encore une fois, tout dépend du moment où cette marque particulière est apparue. Il faudrait qu'un médecin dise: «D'accord, oui, elle est à ce stade de guérison». D'accord. Et donc tu dois te demander: est-ce que ça s'est infecté? Est-ce possible, tu sais, hein, que ce soit une marque d'ongle si tu vois, par exemple, comme une indentation dans la peau? Aussi, je veux parler davantage des mains. Je pense que les mains sont très importantes ici. Oui. Et je ne
Vous savez, nous avons plus de plans des bras ici. Ce sont les photos 9, 10. Nous en sommes à la 10 maintenant. Et ensuite, nous avons la photo 11. La main. C'est une photo vraiment importante. Et explique-moi pourquoi cette photo est si importante. Les ongles, surtout les Lee Eun-geo, sont incroyablement blancs. Et puis, tu sais, ces ongles sont assez longs pour un homme, je trouve. Je ne sais pas. Et puis, il a cette sorte de marque intéressante sur l'index qui semble être en train de guérir. Dis-moi pourquoi c'est important. Oui, donc ça, en soi, ça pourrait être une coupure survenue pendant l'altercation qui est encore en train de guérir. C'est évident, ça pour moi, parmi toutes ces photos, ce serait la preuve la plus significative parce qu'on peut le voir clairement. Cette blessure en elle-même semble encore être en train de cicatriser. Elle n'a pas disparu, ce qui pourrait expliquer pourquoi, après l'incident, le gars se promène en ville avec des gants. Les mains en elles-mêmes, le sang qui s'accumule dans ses mains. Je ne sais pas s'il a un certain type de problème lié à des anticoagulants ou quelque chose comme ça, mais cela pourrait aussi correspondre à des ecchymoses excessives pendant l'altercation. Et il se peut qu'il ait cassé quelques vaisseaux sanguins en frappant ou quelque chose dans ce genre, ou en utilisant ses mains. Mais c'est sa main faible, parce que s'il est droitier, c'est sa main faible. Cela nous indique donc que s'il frappe et que sa main gauche gêne, cela pourrait l'expliquer. Vous savez, le genre de blessure qui aurait pu survenir accidentellement s'il s'était blessé lui-même. Ce qui n'est pas incompatible avec, vous savez, le type d'attaque frénétique que nous avons vu sur la scène du crime. Eh bien, ce à quoi je pense ici, Chris, puisque c'est la main gauche et que tu es l'expert ici, mais voilà mon raisonnement. Kaylee, la pauvre Kaylee, nous savons qu'elle avait des dents cassées. Il semblait que sa tête avait été gravement endommagée. Et s'il ne s'attendait pas à la voir dans le lit, mais s'attendait seulement à y trouver Maddie, et qu'il a été surpris en la voyant, il aurait pu avoir le couteau dans la main dominante, la main droite, puis chercher à la blesser d'autre façon avec la main gauche. Nous savons aussi qu'il avait de l'expérience en boxe ou dans un domaine similaire. Donc il pourrait y avoir eu, vous savez, j'ai entendu des gens théoriser que le crowbar a été utilisé, vous savez, pour blesser Kaylee de différentes manières pendant qu'il tenait sa main. Mais cependant, je me demande si le couteau est dans une main et s'il fait aussi des choses avec la gauche. C'est ce que je pense. Oui, je ne peux pas te contredire là-dessus. Je crois qu'il les a approchés par le côté droit du lit et s'en est immédiatement pris à Mary. Et puis il a dû se pencher au-dessus de Maddie parce qu'il y a des preuves qu'elles donnaient toutes les deux des coups de pied. Et donc à mon avis, je suis d'accord avec toi qu'elle aurait, tu sais, où il aurait constamment besoin d'utiliser, il devrait utiliser ses deux mains pour contrôler ses deux victimes. Mais si on regarde les blessures sur Madison, tu sais, elles sont très brutales, très rapides. Et donc Kaylee, qui est contre le mur, se retrouve maintenant dans ce qu'on appelle une position de contrôle favorable au suspect parce qu'il l'a piégé contre le mur. Et donc c'est une lutte acharnée. Et donc ça veut dire qu'il aurait dû se pencher au-dessus de Maddie pour atteindre Kaylee. Et c'est pourquoi, dans certains aspects de cette affaire, on voit cette frénésie sporadique, ou même dans la chambre d'Ethan, où il poignarde le lit, d'accord, parce qu'il perd le contrôle dans cet environnement. Et donc je soupçonnerai immédiatement que lorsqu'il l'attaque, il perd le contrôle. Et c'est pourquoi l'étui du couteau est retrouvé sous l'une des victimes, parce qu'il y a une lutte violente. Et cette coupure sur cette main est potentiellement en train de guérir. Et les ecchymoses pourraient, comme tu l'as dit, venir du fait qu'il la serre ou l'étrangle, parce qu'il y a des preuves qu'elle a été étranglée ou bâillonnée d'une certaine manière. Donc peut-être qu'il met sa main sur sa bouche et que c'est peut-être une marque de morsure. Peut-être que c'est une dent, tu sais, elle la met dans sa bouche et il la mord. D'accord, tout ça est possible.
Et donc, ce qui aurait aussi été nécessaire, moi, tu sais, pour cette photo, juste pour dire que tu l'as fait, c'est de faire un prélèvement buccal sur cette blessure en elle-même pour voir s'il y avait quoi que ce soit. Les chances sont très faibles après autant de temps, mais tu dois quand même le faire comme mesure d'enquête pour écarter cette possibilité. Bien sûr, évidemment. Et ça, c'était la photo numéro 11. Nous avons d'autres photos de ses poignets et de ses bras. Je pense toujours qu'il portait peut-être les gants en ville pour cacher d'éventuelles blessures et bien sûr aussi pour éviter de laisser de l'ADN. Ceci serait sa main droite. Je ne vois rien de remarquable ici, mais peut-être que tu verras quelque chose que je ne vois pas. Eh bien, je veux dire, cela pourrait simplement venir, tu sais, du sang qui s'est évidemment accumulé dans cette main droite parce que le corps essaie de la guérir. Je ne sais pas s'il a un trouble sanguin quelconque. Évidemment, je ne suis pas médecin. Mais si tu regardes sous le pouce, ce n'est pas, on dirait qu'il y a encore beaucoup d'échymose sous le pouce. Donc ce n'est pas seulement sur le dessus de la main, il semble aussi y en avoir sous la main. Donc j'aimerais voir une photo de lui levant les mains comme ça, d'accord, pour nous montrer l'intérieur de ses mains. Oui, et cette photo, c'est la photo 14. Nous voyons plus de photos de ses bras. Vous savez, je ne vois rien de vraiment remarquable là. Ça, c'est la photo 16, on a encore la zone de son biceps. Et puis les avant-bras sur la photo 17, la photo 18 encore une fois. Si vous regardez la photo 18 ici sur l'encadré de ses avant-bras, vous pouvez voir ce qui semble être une cicatrice de ce qu'on appellerait des traces de piqûres. Rappelez-vous qu'il avait une dépendance à l'héroïne il y a des années. Donc si vous regardez son bras gauche là, vous pouvez voir ce qui semble être une anomalie de la peau, vous savez, plus en relief que le reste de sa peau. Et cela pourrait indiquer que c'était potentiellement ses sites d'injection liés à sa consommation d'héroïne. Nous allons maintenant passer à la photo 19. C'est juste un gros plan du même bras. Photo 20, juste une autre vue de Brian Koberger. Ceci est son bras droit. Et je vois, vous savez ce qui pourrait être peut-être des taches de rousseur et des choses de ce genre. Et puis nous avons la photo 21. Vous savez, ce sont juste des photos de référence. Voilà ce que nous avons fait. Nous documentons parce que le reste de ces photos, Chris, le montre dans sa combinaison de prison. D'accord? Oui, et vous pouvez le voir, je veux dire, il est clairement écrit Bureau du shérif du comté de Leitao sur sa jambe droite, Leitao CSO. Et nous avons les photos 23, 24 et 25. Et celle-ci, vous savez, il n'y a rien. Je ne vois rien de remarquable ici. Je me souviens avoir lu dans certains rapports qu'il avait des égratignures. Certaines personnes avaient remarqué des égratignures sur son visage après l'événement. Vous savez, de légères égratignures. Mais vous savez, cela ne semblait pas vraiment remarquable. Je ne vois rien ici. Aussi, il me semble que quelqu'un avait dit dans l'un des rapports il y a quelque temps, qu'il avait des blessures aux mains et qu'il avait raconté à quelqu'un qu'il avait eu un genre d'accident de voiture. Ce sont peut-être les blessures en train de guérir que nous avons vues récemment. Oui, oui. Je voulais maintenant passer à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, et nous avons reçu de nouveaux documents de l'Université de l'État de Washington. Et il s'agit des agents impliqués dans cette affaire qui ont retrouvé la voiture de Brian Koberger lorsqu'un avis de recherche a été diffusé à la fin du mois de novembre. 2 agents ont vérifié le véhicule dans les fichiers. Et l'un d'eux, vous savez, s'est en fait rendu à l'appartement et a vu le véhicule de ses propres yeux, mais apparemment, ils ne l'ont pas signalé. Un jour, j'ai parlé au chef Jenkins qui m'a dit « Ce n'était pas la bonne année dans les avis de recherche. » Donc, nous n'avons pas prévenu Moscou qu'on l'avait vu. Maintenant, nous avons un email où le chef Jenkins félicite et remercie en janvier 2023 après l'arrestation pour avoir retrouvé le véhicule, mais ils ne l'ont jamais signalé. Donc, un temps précieux a potentiellement été perdu dans l'enquête. Que penses-tu de cet email, Chris? Eh bien, je pense que toi et moi en avons parlé, Angela, lors d'une émission précédente avec toi. C'était, à mon avis, une énorme erreur d'enquête. Et ce n'était pas juste une erreur dans le sens où, oui, on ne l'a pas signalé. D'accord.
Les agents ont fait leur travail. Ils ont trouvé la voiture. Ils sont allés à la voiture. Quelqu'un dans la hiérarchie a décidé en disant « Eh bien, ne contactez pas le propriétaire de cette voiture. » D'accord? Et puis, ils ont lié à cette décision, à mon avis, une excuse insensée en disant « Eh bien, ce n'était pas la bonne année. » D'accord. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que l'avis de recherche a bien compris? Nous cherchons une Hyundai blanche. Dans la zone, tout ce qui se trouve dans la zone, d'accord, autour de l'heure présumée du crime. Nous devons supposer que l'Université de l'État de Washington n'a pas non plus cherché de vidéos concernant cette voiture la nuit du crime dans cet email. Et donc, que fait le chef à mon avis? Il sait qu'ils ont non seulement fait une énorme erreur, mais qu'ils ont tout gâché parce qu'ils auraient pu avoir, et je déteste dire ça à propos de n'importe quelle force de l'ordre. Vous savez, moi, je soutiens la police quand elle a raison et je le dis aussi quand elle a tort. D'accord? C'est notre responsabilité envers le public. Et ce chef doit au public et à la famille de dire « Vous savez quoi, non seulement nous avons fait une erreur, vous avez raison, nous aurions dû aller frapper à la porte de ce type à qui ce véhicule était immatriculé et qui vivait dans cet immeuble. Parce que Dieu nous en préserve, après cette nuit-là, s'il avait tué quelqu'un d'autre, ce chef aurait vraiment eu de gros ennuis sur le long terme. » Alors quelqu'un a pris une décision en disant « D'accord, tu as la voiture. Tu as une voiture qui correspond. Ouais. Elle est blanche? Ouais. Où est-elle? Elle est ici. D'accord. Découvre à qui elle appartient. Interroge cette personne. Et envoie-le à Moscou. C'était le protocole approprié. Chris, tournons-nous maintenant vers cette vidéo de Brian Koberger au BMW, et cela se passe 5 jours après les homicides. Il est là pour changer ses plaques d'immatriculation. Et il est nouveau dans l'État de Washington. Son anniversaire approche. Donc je ne vais pas dire qu'il fait cela à cause des homicides. Mais il est là et il est très décontracté avec ces personnes. Et ses avocats avaient dit, vous savez, il a le syndrome d'Asperger et il ne peut pas, il n'est pas à l'aise avec les gens, il ferait un très mauvais témoin et tout ça. Mais écoutons juste un petit extrait de ça et voyons ce qu'on pense de lui. Donc, tu viens de New York. Comment tu trouves ça ici? En fait, je viens de Pennsylvanie. Oh, tu viens de Pennsylvanie. Ensuite, tu étais... Oui, ma famille vient de Brooklyn. Brooklyn. Oh, C'est pour ça que tu es... Je pense que je peux vraiment voir ça. d'accord, ça se comprend. Ouais, je veux dire, en grandissant dans la région de la baie de San Francisco, Ma grand-mère et mon père étaient de grands fans des Giants, c'est comme une tradition familiale. J'aime tout ça. Je fais un peu plus de randonnée et de camping. Ouais. Je n'ai pas forcément grandi en faisant du camping. Tu t'y mets aussi? Ouais. Ouais. Ça peut être un peu intimidant. Même les randonnées d'une journée sont agréables. J'aime aller à Elk River dans l'Idaho. Il y a une cascade. Je fais une randonnée de quelques kilomètres. Mais en atteignant les parois supérieures, intermédiaires et inférieures, c'est très joli. C'est plutôt sympa. ouais. Oui, Elk River, Idaho. Ils ont un réservoir en ville autour duquel tu peux faire de la randonnée. Il y a tellement de petits coins rien que dans cet endroit. Et puis on va aussi du côté de Coeur d'Alene, qui a beaucoup de beaux endroits pour faire de la randonnée. Intéressant, oui. Donc si jamais tu regardes chez toi, Je recommande ces endroits car ils veulent s'amuser. Ouais, en fait, j'aime bien ça. J'aime le bleu motorisé. Je sais que Spokane est un peu plus verte. Ce n'est pas que ce n'est pas vert. Chris, il semble très détendu, très à l'aise pour discuter, pas aussi maladroit que ses avocats l'ont décrit lors de ses audiences de procédure. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Eh bien, la chose la plus frappante ici, c'est qu'il s'agit de ce qu'on appellerait un comportement après les faits. D'accord. Et cela nous aide à comprendre que, rappelez-vous, à ce stade, ce type est un tueur en série. Il a tué 4 personnes. Et pour lui, cette libération de toute cette tension sur la scène du crime lui donne presque l'impression, au fond de lui, qu'il sait qu'il a fait quelque chose d'extrêmement horrible. Mais pour lui, c'était une victoire. C'était une situation qui s'était accumulée pour lui pendant longtemps. Souviens-toi de la montée en tension, il retournait sans cesse sur la scène du crime
où ils l'ont localisé grâce aux antennes relais et à la surveillance de tout ce que ce type faisait. Et maintenant, le crime a lieu. Le fantasme s'est réalisé, c'est-à-dire qu'il a atteint son objectif, il a violemment agressé ses victimes, il les a massacrées, tu sais, de façon extrême. Pour lui, c'est une conquête. C'est presque comme si, tu sais, j'avais abattu le lion dans le Serengeti. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle un comportement après les faits. Et remarquez qu'il est charmant. Il a ce côté caméléon dans sa personnalité avec une certaine familiarité. Il essaie, vous savez, d'établir un lien dans la conversation. Oh, j'aime la nature, j'aime ceci, j'aime cela. D'accord. Et il essaie de relier cela à ce scout. Mais ce qu'il ne vous dit pas, souvenez-vous que les photos des endroits qu'il visitait correspondaient exactement à la chaîne des cascades où Ted Bundy se rendait. D'accord, là où il prenait ses selfies avec, vous savez, le lieu où Ted Bundy abandonnait les corps derrière lui. C'est encore une montée en tension, mais toujours dans son fantasme. Il ne renoncera jamais à ce fantasme. D'accord. Parce que maintenant, ça l'a mis dans une catégorie où, après les homicides, il se compare en se disant « Ah, je suis comme un autre tueur en série. Alors je vais continuer à jouer ce jeu aussi longtemps que possible. » Et c'est très trompeur, c'est un loup déguisé en agneau. Et on voit ce comportement, vous savez, se manifester 5 jours après avoir massacré ses 4 victimes. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Je veux dire, il a l'air d'un gars avec qui on pourrait simplement discuter. Vraiment, c'est le cas. Ouais, voilà comment ils sont en fait. Ouais. Tu sais, littéralement. Chris McDonough, merci beaucoup. Je vous en remercie vraiment. Merci Anthony. Maintenant, chaque fois que nous parlons de cette affaire, nous devons nous rappeler quelles sont les personnes les plus importantes, celles qui comptent le plus. Ce sont Maddie, Kaylee, Ethan et Xana. Souvenez-vous d'eux et de leur famille. C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci de votre présence. Je vous retrouve ici la prochaine fois.